Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de Catching Up. Aujourd'hui, on fait un petit catch-up avec Patrick Levasseur de Beauce Goldfield ou Champ d'or de la Beauce. Parce que Patrick a sorti des nouvelles super intéressantes, je dirais même dans les 2 derniers mois. Puis je voulais que Patrick nous donne un petit peu qui nous donne son opinion, mais en même temps aussi qui nous parle peut-être du marché de l'or. Parce que c'est des nouvelles assez intéressante, Patrick. Ah oui. Commençons avec l'or. On peut parler avec l'or. Qu'est-ce qui se passe de l'or, là? C'est quoi qui se passe dans le marché de l'or en ce moment? Ça semble être un marché fort. C'est fort, mais n'oubliez pas. Je dis, moi, mon opinion, vraiment, c'est que l'or, il faut que... Le haut que l'or a fait, c'était quoi? C'était 2060. Ouais. Puis là, ça va faire 3 fois qu'on approche là, mais elle ne pète pas 2060. Je crois qu'elle va venir, mais pour que ça arrive, je pense qu'il faut que le marché boursier en général, faut vraiment comme cacasse. Parce que il y a une corrélation inverse entre l'or et le marché boursier. Tout le temps, c'est rien de nouveau. Tu peux reculer, je veux dire, des générations. Tout le temps été comme ça. T'sais. Surtout depuis les années 1970, quand l'or a été libre à transiger, quand il n'était plus associé avec le dollar américain. Tout le temps. Le marché boursier à la hausse, l'or traîne la patte. Quand le marché baisse, c'est le contraire, tu ne croises ça. Fait que on arrive là. On arrive à un point de croisement, mais comme qu'on voit, l'or a de la misère passée, c'est deux. Le haut, ça va faire 3 fois. Ça, c'est un triple top. Ça veut dire que c'est une résistance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le franchir, mais quand elle va le franchir, moi, mon opinion, watch out. Attache ta tuque. Attache ta tuque. Je veux dire, si tu es investi dans l'or de différentes façons, que ce soit physique ou à travers des sociétés, mais ça peut être un secteur que je pense qui peut vraiment sous-performer le reste. Historiquement, c'est ce qui se passe. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les taux d'intérêt, la hausse des taux qui n'arrête pas de monter. La Banque fédérale, hier, aux États-Unis, qui a augmenté encore un quart de point, 25. Oui. Je veux dire, c'est très short-sightedness, c'est drôle, mais c'est la réalité. Je veux dire... on va voir vraiment les effets, en 1 an, 2 ans. Il y en a qui disent que c'est après 2 ans que tu vois vraiment les effets des taux d'intérêt. Et là, on a eu des taux d'intérêt, une hausse violente, là. C'est-tu si violent que ça? Considérant, parce que je sais que dans le temps, je n'étais même pas né, mais Volcker, il a monté les taux d'une shot vraiment vite. Puis là, en ce moment, on dirait que ça a été graduel au fil de l'année. Fait que tu dirais que c'est violent pareil? Oui, pense-y, je veux dire, regarde, pendant longtemps, on avait des taux de base relativement très bas, historiquement très bas. OK? Et pour une génération, tout le monde a connu des taux bas. Fait que une grande partie de l'économie, c'est tout été basé sur ça. Que ce soit pour une hypothèque ou de l'argent qui était emprunté pour faire l'acquisition ou simplement par, qu'est-ce qu'on dit, le Fed qui imprime de l'argent, tout est fait avec des taux bas. Là, tout d'un coup, pense-y, si tu avais un taux de 1% et là, les taux est 4%, bien, c'est une hausse des centaines de pourcentages relativement parlant. Ouais. Ça veut dire ton coût d'emprunt, c'est une hausse, c'est un coût tout d'un coup supplémentaire exponentiel. Des choses vont craquer. On l'a déjà vu, deux banques. Crédit Suisse, qui aurait pensé Crédit Suisse, je veux dire quand on parle, je veux dire, on pense ça qu'il n'y a rien de plus sûr qu'un compte de banque en Suisse. Ouais. Tu sais, le système bancaire suisse, d'un coup, une banque suisse a fermé. Je veux dire, c'est... Ouais, je pensais pas voir ça. Ça, c'est comme... tout le monde parle de ce qui s'est passé avec Bear Stearns, Lehman. Tout le monde dit « Tu verras plus jamais ça. » Puis on l'a vu en Europe. Ben, je veux dire, c'est comme... À chaque fois... Tout le monde dit, this time it's different. Mais la réalité, c'est que non, this time it's never different. C'est vrai. Je veux dire, les cycles économiques, ils arrivent, c'est prédit. Je veux dire, c'est prédit. Je veux dire, notre économie, quand on appelle, je veux dire, notre market economy, c'est ce qu'on l'est. Je veux dire, puis un market economy, ça existe depuis, ça fait 200 ans, ça existe. Si tu veux même reculer en Angleterre, au-dessus de 200 ans. Mais les cycles boom and bust, on a tout le temps eu, puis il va tout le temps en avoir. Tout le temps en avoir. Les hauts et les bas, les hauts et les bas. C'est drôle à dire, mais ça fait partie de la nature. Ça. À chaque fois que ça arrive, c'est tragique. mais c'est comme ça. Ça arrive. Et oui, ça va arriver. Je veux dire, autant peut-être l'économie est bonne, le taux de chômage est bas. Il va y avoir un temps que ça va être l'inverse. Plus que ça change, plus c'est pareil. Oui, je veux dire, souvent, mais le déclencheur, c'est tout ça quelque chose de nouveau.
Ah, ben l'autre fois, c'était aux États-Unis, c'était la bulle immobilière ou les notes, les notes du crédit farfelues, là, qui étaient subprime. Ça a pété. Voilà. Mais à chaque fois, à chaque bulle, comme il y a une nouvelle. Même si les bulles puis les économiques se ressemblent, puis c'est très cyclique, mais le raisonnement ou l'étiquette qu'on va attacher à ça, mais ça change. C'est coup, là, ça va être quoi? C'est du système bancaire ou non, tu sais. Mais je pense, c'est sûr, je veux dire, quand t'es d'autres, je commence à le voir, je veux dire, regarde, je veux dire, il y a quelques semaines, je veux dire, je reste pas à Outremont, mais ma fille va à Outremont, tu sais. Puis quand je vois, je passe la place, c'est des belles grandes maisons. Puis, je veux dire, il y a 2 mois, tu n'avais pas une maison à vendre. Puis là, maintenant, ça se vend. Là, tout d'un coup, là, l'espace d'une semaine, là, c'est comme des champignons. Tout, tu sais, à vendre. Parce que le taux, il est trop haut. Les gens, ça c'est leur fait sûr. mal, ils ont pris des variables. Ça, c'est des grandes maisons, c'était des gros taux d'hypothèque, ça, tu sais. Je veux dire, il y en a qui ont pris ça, tu sais. Fait que là, tu commences à voir, puis ça, mais ça, c'est tip of the iceberg, puis là, tu vas voir, ça va baisser. Tu sais, je veux dire, jusqu'à la classe, tu dirais moyenne, ça va descendre. C'est sûr. Ça va suivre. Hein, je veux dire, c'est. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est la même chose, je me souviens, tu sais, je veux dire, 90, quand ça pétait à 90, tu sais, c'était la même chose. D'un coup, paf, la première vente, c'était les maisons de Westmount. You know? Puis après ça, ça descend de food chain, là, comme on dit, non? Mais de ça, ça crée de l'opportunité. Parce que dans ton domaine, there's opportunity, possiblement. Absolument. C'est ça que je dis. Moi, je pense que ça va être un environnement qui va être très favorable pour l'art et les titres d'art. Hein? Qui peut, j'espère, se refléter peut-être même dans notre société, dans la Beauce. Hein? Ben, tu l'expliquais tantôt, je pense que tu disais, au début, l'art va bien performer. Puis là, après ça, ça va découler. Explique-nous, c'est quoi ce découlement-là? Ben, je veux dire, comme j'avais dit, il y a une corrélation entre la performance de l'art, le prix de l'art, et la bourse. Okay. Quand la bourse va bien, souvent, l'art peut aller bien, mais atteindre quand même. Okay, je veux dire, vraiment, là, il y a une corrélation inverse. Okay. Quand on regarde dans le passé, quand la bourse, ça performe très bien, mais l'art, elle surperforme, puis il y a un croisement, quand la bourse, d'un coup, performe mal, ou quand elle plante, mais l'art monte. Ainsi de suite. Puis il y a des moments, comme qu'on a eu dernièrement, les deux montent ensemble, mais après ça, ça se décolle. Là, on voit quelle direction. Okay. Il y a juste, soit la bourse continue de monter ou elle plante. Je veux dire, moi, toute mon opinion personnelle, moi, je pense c'est que, c'est que avec les taux qui sont, puis je dis les taux. Puis, n'oublie pas, les taux d'empreinte affectent tout dans notre société. Tout. T'sais. Toutes les compagnies, là, que le stock montait, surtout aux États-Unis, parce qu'ils rachetaient leurs actions. Mais ça, qu'est-ce qu'ils faisaient souvent? Parce qu'ils prêtaient de l'argent pas cher. Ouais, l'argent, pour un bout de temps, l'argent était presque donné. Quand tu dis que tu payais des taux d'intérêt, là, 0,5%, là, c'est de l'argent donné presque. Tu fais des acquisitions, tu finances tout ça d'affaires, bon, pas bon. Le taux monte, là, il faut que tu rembourses. Puis les gros, ils financent beaucoup, les gros, ils empruntent beaucoup. Ben, les dernières années, tout le monde parlait de quoi? Que c'était private equity. Oui. Mais en effet, qu'est-ce qui est arrivé à Silicon Valley? C'est un peu ça. Je veux dire, ils ont investi beaucoup dans des choses, je veux dire, qui étaient private equity, ça veut dire peut-être le titre qu'ils ont investi n'est pas coté à la bourse. Ça veut dire que c'était pas bien liquide. Là, d'un coup, le taux monte. Il faut qu'ils remboursent un prêt. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ne peuvent pas vendre qu'est-ce qu'il y a dans des titres qu'ils ont investi. C'est du private equity. C'est des actifs d'un livre que tu ne peux pas vendre. Il faut que tu trouves immédiatement quelqu'un rapidement pour acheter ton titre, mais quand tu n'es pas à la bourse, bonne chance. Bonne chance, ça va être plus long, ou tu n'aurais probablement pas le prix que si tu es pressé de te vendre un actif, mais tu n'aurais pas le prix probablement que tu aimerais avoir, déjà là. C'est toujours de même. Hein? Quand tu es pressé, tu n'as pas d'acheteur. It's a squeeze. It's always a squeeze. N'importe quoi. Tu changes de titre, mais en bout, c'est ça. T'sais? Puis la même chose qu'on voit, je veux dire, quelqu'un qui avait une grosse hypothèque, là, tout d'un coup, le renouvellement s'en vient avec un taux extrêmement haut, qui est peut-être 3 fois de ce qu'il est habitué. Les maths ne marchent plus. Il faut qu'ils vendent. Mais ça, là, c'est la même chose avec des sociétés, même chose avec des gouvernements, même chose avec des prêts, peu importe.
Et encore le pire, mais ça, c'est un autre sujet, on pourrait passer un après-midi. Hein, surtout qu'est-ce qui était tout acheté sur le levier, point de vue des produits dérivés. Ben ouais. Et là, ça, c'est toute une autre affaire. Fait que, au bout de la ligne, c'est que probablement, à mon avis, puis oui, peut-être il peut y avoir une récession qui s'en vient, qui peut être bon pour l'art, mais qu'est-ce qui est tout le temps la surprise, c'est l'ampleur. C'est souvent l'ampleur qui est un peu l'inconnu dans tout ça. Souvent, les gens sont très hopeful que tout va bien aller. Puis là, ben, comme tu dis, l'ampleur des dégâts, des fois, c'est ouch. C'est souvent comme ça, je veux dire. Puis quand ça va être le pire, puis le monde va être déprimé, mais peut-être il y a certaines choses, c'est là que ça va être bon pour acheter. Ben, le cycle continue, je veux dire. Non. Ben, c'est un cycle, comme tu dis, c'est un cycle, c'est correct. Ben, il y a tout le temps, c'est un cycle, mais je veux dire, je pense à un investisseur d'expérience d'avertir, souvent, il y a tout le temps une opportunité à quelque part. Tout dépendant. Comme Jim Cramer, il dit, there's always a bull market somewhere. Somewhere, something, oui. Souvent, quand quelque chose sous-performe, quand quelque chose baisse, mais il y a quelque chose d'autre souvent à l'opposé, que peut-être ça devient plus, je veux dire, le soleil se couche, la lune sort, je veux dire, puis vice-versa. Mais quelque chose peut-être comme Boss Goldfield, parce que là, comme on disait, tu as sorti des très bonnes nouvelles. Ça donne que you're in gold, t'es dans l'or. Fait que, est-ce que on a parlé que l'or pourrait bien faire? Parle-nous de ça, parce que c'est peut-être là qui est une bonne chance. Bien, je vais parler plus, comme je dis, le mouvement de l'action, c'est pas moi qui décide ça, c'est un marché. C'est un marché libre, hein? C'est des acheteurs et vendent, tout ça. J'aimerais ça. Je pense qu'on est sur une bonne voie qui peut possiblement amener de la valeur au titre, mais il faut que je concentre vraiment à parler du produit. Le produit, c'est quoi? Mais en effet, c'est l'exploration qu'on fait. Ouais. Puis à date, je veux dire, on trouve des choses qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent amener à des découvertes vraiment intéressantes. Et j'espère qu'il va se refléter aussi dans le prix de l'action. Hein? Mais oui, je veux dire, les dernières nouvelles qu'on avait annoncées, ça, c'est pas mal spectaculaire. Ben, c'est ça, ouais. C'est une vallée. Regardons ça. C'est une vallée comme faite en E, comme un cul-de-sac. Okay. Il y a un terme technique, en effet, ça s'appelle un Glacial Sig Valley. Okay. C'est le nom géologique qui donne ça. C'est quoi, en effet? C'est une poche, comme une vallée, un cul-de-sac. Ça veut dire, elle est entourée comme en U d'une chaîne de montagnes. OK. Hein? Puis ça, c'est à la frontière entre le Québec et New Hampshire, dans le sud du Québec. Et au fond, dans le creux de cette vallée-là, pas le creux, mais au moins à la surface, qu'est-ce qu'on voit? Mais on trouve pas mal d'or. Et on voit que c'est une traînée qui va pour 4 km. Ah ben. Ouais? Et le premier indice à ça, c'est qu'au bout de cette traînée de 4 km, mais la Société géologique du Canada, dans les années 84, elle a fait 2 échantillons de qu'est-ce qu'on appelle? C'était d'un petit ruisseau. Ouais. Et oui, c'est un effet concentré, mais quand même intéressant. Je veux dire, il y en a une qui avait sorti 43 grammes par tonne. Et ça, c'est pas pire pour quelque chose. Ils ont laissé une pompe, ils ont laissé fonctionner une demi-heure, puis ils ressortent ça, puis voilà. Je veux dire, calcul. Surtout à peu près, la gramme, c'est pas 30 $. Not bad, alors. Ah, oui. Je veux dire, c'est pas mal intéressant. Puis une autre aussi, que ça venait à 6 grammes. Fait que, il y a quelque chose qui se monte là. Puis là, mais on était mené là par. Ceux qui nous suivent, on avait introduit par un prospecteur, par notre géologue, un prospecteur qui s'appelle Pierre Paquette, et un prospecteur que ça fait 40 ans qu'il travaille dans le sud du Québec. En 1985, le sud est devenu disponible pour faire l'exploration. Ça veut dire qu'il y a eu une armée, en effet, de géologues, soit du gouvernement du Canada, par la Société géologique Geological Survey of Canada. Ouais. OK, en anglais, excuse ça. Il y a un autre francophone, excuse. Puis aussi, mais le ministère des Ressources naturelles. Fait qu'ils ont envoyé des équipes pour tout faire un inventaire de qu'est-ce qui se passait, surtout les années 1800. Tous les gîtes, en effet, ils ont fait un grand inventaire partout. Fait que quand c'est devenu libre, quand il a ouvert le territoire d'exploration, notre prospecteur, M. Pierre Paquette, était très actif, mais aussi il avait mandaté une compagnie qui travaille avec, qui s'appelle Consuminex. Et il a pris des échantillons un peu partout. Et fait qu'il s'est ramassé une collection de grains d'or, pépites d'or et des cartes et des lieux, en effet, que lui avait en main, mais que pour la grande majorité, ça n'a jamais été publié. Il n'a jamais donné ça
au répertoire gouvernement. Il l'a pas. Le CGON. Ça, il n'a pas publié ça. Il n'a pas publié ça, puis il y avait ça chez eux, puis là, mais le temps passe, puis quand il a vu que nous autres, on prenait un intérêt là-dedans, puis pas juste un intérêt, mais qu'on était actifs, fait qu'il voyait qu'on était peut-être du monde qui méritait, en effet, d'hériter ces belles données-là pour en faire de quoi? Pour donner de la valeur, au moins de continuer les beaux travaux que M. Paquette a fait. Le voilà. Et une des places qui nous a amenés, mais c'est ici. En effet, un place, c'est un peu, comme on dit, c'est un peu comme un Jurassic Lost World, là, que personne ne s'attend. Ah ouais. Tu sais, ouais, un petit coin oublié, perdu, tu sais, je veux dire, taille de la couronne. Et voilà, tu sais, lui, il avait sorti, comme on dit, un paquet de beaux grains d'or. On est retourné, puis en effet, nous autres ici, on a recueilli des grains d'or. Fait qu'il y a un phénomène qui se passe là. Il y a peut-être au creux de ça, sous terre, il y a peut-être un dépôt qui peut être plus riche, qu'est-ce qu'on appelle un Paleoplacer Channel, ou un dépôt tertiaire, tertiary, on dit en anglais, tertiaire, qui peut être un peu, qui ressemble encore beaucoup à ce qu'on voit à Saint-Simon-les-Mines. Hein? Ça veut dire peut-être en dessous, le Tille glacier, mais il peut y avoir un dépôt important. C'est à vérifier. Mais c'est un phénomène intéressant parce que à cause que ça se trouve dans un cul-de-sac, il faut se demander, bon, l'or est rentré dans le cul-de-sac, elle est rentrée dans la vallée. Comment? Est-ce que l'or est venu de l'érosion des montagnes blanches, et l'érosion, ça est tombé en bas de la vallée, il y a eu une traînée par la suite? Ou on sait que les mouvements glaciaires, en effet, ils ont tous venu du nord puis ça allait vers le sud, avec certains degrés, mais plus ou moins, c'était ça la direction des glaciers. Puis un glacier, hein, c'est comme un grand bulldozer, hein, ça transporte tout. Exact. Et en plus, quand ça fond, mais ça coule des rivières, puis c'est un mouvement transporteur, en effet, d'or. Est-ce que les vallées est-ce que les glaciers transportent de l'or dans la vallée, ou est-ce que l'or est érodé à partir des montagnes? Ou les deux. Hein? Fait que ça va être très intriguant de savoir ça. Hein? Je veux dire, j'ai peur de retourner. Est-ce que vous êtes capable de... Fait que là, vous êtes allé là-bas, vous avez déjà trouvé un peu des pépites d'or. Oui. Là, vous êtes allé là-bas, mais vous avez sorti de l'or, des pépites. Oui. Alors, c'est quoi le next step avec quelque chose comme ça? Parce que là, mais je vais clarifier. Pas une pépite, mais des grains d'or. Des grains. Parce que, oui, pour une pépite, là, il faudrait que ça soit en effet comme, tu sais, je veux dire, des... mais c'est quand même, ce qui est important, c'est quand même de l'or grossier. Quand tu es capable de voir l'or, puis tu peux te sortir avec tes doigts, ou quand ça a comme, tu sais, je veux dire, 1 millimètre et plus, c'est un grain d'or, c'est de l'or grossier, oui. Une pépite, mais il faudrait que ça soit peut-être comme un centimètre, là, quelque chose, c'est pas une pépite. Si tu ramasses ça, that's fun, that's a good day. Mais c'est le fun, mais n'oublie pas, au bout de la ligne, c'est le volume. Hein? C'est le volume, mais aussi, dans un grain d'or, il y a beaucoup d'informations. Je veux dire, par exemple, il faut l'analyser. Sa forme peut être une bonne indication. Est-ce qu'elle a voyagé, elle n'a pas voyagé? Est-ce qu'elle a des inclusions? Est-ce qu'elle a d'autres minéraux qui sont poignés dans l'inclusion? Ou pas juste ça, mais avec quel autre matériel qui l'entoure? Ça peut donner un indice, en effet, de sa source. Parce qu'il y a un autre but là-dedans, de tous les projets qu'on a annoncés à date, que ce soit le Emberton, de qu'est-ce qu'on parle maintenant, ou le Détine, ou même à Saint-Simon-les-Mines, le but de ça, c'est évaluer. De l'or, c'est de l'or. Hein? Je veux dire, que ce soit dans la roche, pour un dépôt secondaire. Parce qu'oubliez pas, quand on parle des grains d'or, là, souvent, ça forme qui s'appelle un dépôt secondaire. Mais elle a une source. Elle vient de quelque part. Toujours la source, oui. Ouais. Mais les deux, c'est la source, c'est aussi voir, comme on dit, l'or, c'est de l'or. Que ce soit d'une source originale ou qui a été déposée, une source secondaire. Mais s'il y a assez d'or d'une source secondaire, pour que ce soit économique, mais c'est valable pour nous. Ben oui, parce que c'est de la valeur dans vos poches. Ben absolument. Fait qu'il faut évaluer ça. Hein? Il y a ça. Mais aussi, l'exercice dans tout ça, c'est aussi de savoir d'où vient l'or. Hein? Tout le temps. Elle a une source. Évidemment. Et c'est retracer ça, tu vois. Mais là, c'est sûr, c'est tout début. Beaucoup de travaux à faire. Pour l'instant, pour Emberton, on n'a aucune idée. L'autre projet qu'on avait annoncé, qui est encore pas loin, qui est juste 106 km au nord de la vallée d'Amberton que je viens juste de parler, qui est notre projet d'Étienne, près de Chartierville. Ouais. Mais ça aussi, c'était une belle découverte qu'on a faite, qu'on a commencé ça l'année passée. On a découvert, c'est qu'il y a un canal d'or qui va être confirmé avec les résultats de forage qu'on attend encore. Mais à date, on l'a trouvé à surface et en bas d'une carrière qui serait comme à peu près le type qu'on pourrait dire
la bordure d'une vallée en fossé. Ouais. Il y a une carrière où, je vais l'expliquer, c'est une gars, carrière, une sablière active, puis l'or, elle sort. Là. le gars, il est en train de la mettre sur la route. Elle va sur la route, oui, sur la route, ou peut-être d'autres projets de cimenterie là, pour faire, je veux dire, oui, il y a de l'or. Les routes sont pavées en or, qu'on pourrait dire. Peut-être pas. Je veux dire, ça ressemble à ça. Mais c'est quand même bien intéressant parce que qu'est-ce qu'on avait annoncé là, le mois de janvier? On avait annoncé qu'on a sorti des grains d'or au fond de la carrière. Puis au fond de la carrière, c'est intéressant parce que le fond de la carrière, c'est de l'or qui est pré-glacial. Ça veut dire c'est de l'or qui est rentré dans la vallée avant les ères glaciales, qui ressemble beaucoup comme à Saint-Simon-les-Mines. Saint-Simon-les-Mines, encore, c'est un dépôt d'or pré-glacial qui est riche. Fait que on a trouvé des grains d'or qui sont de grandeur intéressante, mais on croit que qu'est-ce qu'on trouve à la surface-là? Bien, elle continue, en effet, vraiment dans une pente en bas de la vallée. Et si c'est le cas encore, je veux dire, le plus creux qu'on va, bien, plus une possibilité que ça peut être plus riche. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ce dépôt-là, c'est qu'on trouve de l'or. Ça, c'est Saint-Simon-les-Mines, là, l'or, là, vraiment, la majorité d'or, tu trouves ça, c'est dans le Tillorifère et à ce cœur que ça aussi avancé dans une roche saprolite, qui est en dessous le mort-terrain. C'est quoi le mort-terrain? C'est que tous les vallées dans le sud du Québec sont toutes remplies par des différents fonds glaciers, glaciers. Là. Ouais. À chaque ère glaciaire, ça a ajouté une couche dans une vallée. Toutes les vallées sont toutes pleines. T'sais, le mort-terrain, en effet, couvre toutes les vallées. Moose pasture, comme il appelle. Moose pasture. Ouais, pourquoi pas. Ben non, mais c'est ça qu'il y en a qui en haut, ça peut être moose pasture. Mais je veux dire, pour la plupart, oui. C'est stérile, qu'on pourrait dire. C'est un mort-terrain qui est stérile. Parfait. Pour la plupart, Saint-Simon-les-Mines, c'est comme ça. Et quand il est riche, c'est quand il a été rentré pré-glacial, enterré en dessous du dépôt. Souvent, ça peut être de 20 à 40 mètres. Mais la zone payante, la partie où le gisement, le Tillorifère, qu'on dit, c'est un 2 mètres par-dessus le bedrock, comme ça. Fait que c'est intéressant. C'est ce que peut-être qu'on voit quand on regarde point de vue de la carrière. Mais au moins, la carrière, c'est qu'à certains endroits, il y a de l'or qui se trouve dans différentes stratigraphies des niveaux de glaciaires, incluant la surface. La surface plus loin, plus haut dans le fait de la vallée. Ça veut dire qu'il y a une source à quelque part qui a pré-glacial, glacial et même peut-être encore aujourd'hui qui alimente la vallée. Hein? C'est excitant. Ouais. Et tout ça dans la Beauce. Non, ça, non. Ben, non, pas, mais... non, c'est deux propriétés, j'ai parlé ça. Ça, c'est dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec. Pas loin de la frontière de Chartierville, qui est pas loin de la frontière de New Hampshire. Parce que Beauce, quand même, là, il y a quand même elle est au-dessus de 100 km au nord de ça, la propriété en Beauce. Mais quand même, ce phénomène, je veux dire qu'il y a un corridor d'or qui se passe, qui va, en effet, qui va au sud des cantons de l'Est, et elle continue dans le sud mégantique, elle va à Beauce, puis elle va jusqu'à Gaspé. Et en effet, c'est la même géologie qui ressemble un peu que ces nouvelles découvertes qu'ils font. Cette géologie, le Humber Zone, ou même côté à géologie Appalachian, Appalaches, ça continue Gaspé, ça continue jusqu'à Terre-Neuve. Et c'est la même sorte de géologie où qui trouvent des nouveaux gisements, comme le fameux Newfound Gold, en effet, oui. que tout le monde parle, là, avec des trous de forage phénoménales qu'ils ont eu. Puis, mais quand même, fait que c'est ça. Puis aussi, une autre nouvelle qui a peut-être passé entre les cracks, entre les deux, entre le déten et ça, mais on a fait, notre géologue a fait une observation très intéressante. Là, je parle de la Beauce. OK. C'est quoi cette observation? Tous les programmes de forage, c'est toutes des lignes de forage qui faisaient perpendiculaires au canal. C'est normal, tu veux mesurer. Puis l'idée, c'est comme, il n'y a pas d'or, il y a de l'or. C'est pour savoir c'est quoi, où se situe le canal enfoncé. Le canal aurifère enfoncé. C'est normal, c'est pas dur à faire. Mais qu'est-ce qui n'était pas normal, c'est que, puis c'est un peu le 101, en effet, de l'exploration, c'est que, oui, il faisait, par exemple, n'importe où, en 3 à 5 lignes qui croisent perpendiculaire la vallée pour mesurer le dépôt en bas. Normalement, ce que c'est plusieurs des trous, le trou qui était le plus riche, qui avait le plus haute teneur, c'est le premier trou, ou le dernier, dépendant de quel côté tu regardes, mais c'est la clôture qui était faite, c'était la plus haute teneur. Mais quand ça arrive, là, c'est jamais supposé être ton dernier trou. Supposément, si tu as fait 4 trous ou 5 trous, puis ton trou le plus riche, c'est le premier,
mais il faut que tu fasses un autre trou à côté pour savoir si la zone continue ou non. Fait que la zone n'est pas fermée. Alors, ça laisse pousser, c'est que ça se peut qu'en effet, le canal d'or historique, elle est plus large qu'on pensait. Parce que les trous les plus riches, il n'y a pas un autre trou à côté pour démontrer que la zone est fermée. Normalement, ce que tu fais, c'est il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or, il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or. Tu es supposé continuer jusqu'à temps, j'ai plus d'or. Pour confirmer ta zone, ça. Mais ça n'a jamais été fermé. Fait que ça se peut que les canaux que tout le monde connaît. Puis ça, c'est drôle à dire, c'est l'erreur que tout le monde faisait. T'sais? Parce qu'il faut. Puis c'est même une autre compagnie que j'étais associé avec avant, qui était Uragold. On a fait quelques forages, puis on était coupable de ça. C'est parce que tu fais ton forage, le forage est fini, puis aussitôt que tu frappes le bedrock, OK, on a fini notre programme de forage, puis après, tu as une analyse. Mais après l'analyse, souvent, il est trop tard, puis des conditions changent, ou le temps change, ou le contexte économique, point de vue financement des projets d'art, mais tu ne retournes pas. T'sais? Mais c'est rien qu'après l'analyse, puis après, tu regardes, oh, hey, le trou était riche, mais... We should go back. We should go back, mais il y en a qui... il y avait un peu de go back. Mais tous ceux qui sont retournés, ils n'ont pas fait l'analyse qui aurait dû être faite. Parce que tous les trous de forage qu'ils avaient fait, il y a eu comme 300 trous qui étaient faits en 1958-59, que, il faut être franc, personne ne le savait, parce que ça veut dire, les trous qui ont été faits des années 80 à 86 à 89, mais eux autres, ils n'avaient pas les données, nous autres, on a. Fait qu'on était capable de tout mettre ensemble. Puis là, évidemment, tu vois, c'était assez systématique. Le trou le plus riche, c'était le premier trou. Fait que sans qu'il y ait un trou à compter pour confirmer si la zone est fermée ou non. Fait que il laisse supposer, c'est que ça se peut que le dépôt est plus large latéralement. Bon, ça, c'en est une. Une autre analyse, encore simplement d'analyse, comme ce qu'on dit, desktop, puis regarder tout ça, c'est qu'on voit que ça se peut que le dépôt est encore plus creux, alors plus épais. Pourquoi? Il y a beaucoup de monde m'a entendu parler de ça, c'est que le dépôt à foncer, c'est un tellurifère. Le tellurifère, je veux dire, c'est un 2 mètres de matériel. C'est comme un play d'eau. Pense à un petit play d'eau que tu as laissé sécher sur la table, puis tu joues avec, puis ça, si tu amènes de l'eau, tu peux la ramollir. Mais c'est ça. Elle est orange, elle est préglaciale, assise sur une roche qui est très facturée, qui s'appelle une saprolite. Ben, l'intérêt de tout le monde, c'est juste mesurer ce tellurifère-là, ce til jaune qu'on appelle, OK? Et en haut de ça, c'est une glaise qui est gris, qui est pour la plupart, il peut y avoir certaines exceptions, mais la plupart, en effet, comme c'est stérile, il n'y a pas d'or. Fait que tous les forages faisaient, c'était des forages, en effet, verticaux, OK? Pour aller mesurer le 2 mètres qui est là. Puis quand il allait dans la roche, aussitôt qu'il faisait un forage, quand il arrivait dans la roche, OK, on a frappé la roche, le trou est fini, on a fait un autre, juste pour aller chercher ce 2 à 4 mètres-là qu'il y a de l'or dedans. Hein? Mais quand tu regardes le profil des forages, parmi les plus hautes grades, les plus hautes teneurs des trous, souvent, ils étaient dans la roche juste en dessous. Bon, eux autres, la thèse, c'est que c'était normal parce qu'en faisant le forage, l'or c'est lourd. Hein? Ouais. L'or ne veut pas voyager, c'est très lourd, puis la gravité, il pointe tout le temps. Puis, ploc, elle va de ça. Ça prend beaucoup d'énergie pour bouger un grain d'or. Hein? Tellement que c'est lourd. Fait que quand tu fais un forage, ben, c'est l'autre. Tu as un broyage qui est fait, tu as un trou qui est fait. Fait qu'ils disent, regarde, c'est de l'or qui tombe. Elle fait qu'il s'accumule. Il y a un peu d'or. Quand tu fais ton forage, un peu d'or qui s'accumule dans le trou. C'est pour ça qu'on va forer un peu, 1 à 2 pieds dans le bedrock pour aller chercher l'or qui tombe. Mais c'est de l'or qui est devenu par la couche au-dessus. OK, exact. Certains, c'est très logique. Et certains types de forage, ça se fait de cet effet-là. OK? Par contre, il y a certains types de forages qui étaient faits par la Société géologique du Canada, qui s'appelle forage sonique, et c'est un forage aussi Uragold a fait en 2011. Ça te permet de sortir des grains d'or où ce qu'elle est assis dans son matériel. Oh, OK. OK? Et parmi beaucoup des grains d'or qui étaient sortis, la teneur, on voyait que ça sortait en effet de ce matériel, cette roche-là, qui s'appelle une saprolite. Alors que là, il faut vraiment questionner toute l'intention d'interprétation des trous de forage. Ça se peut que l'or qu'ils trouvaient dans la saprolite, dans la roche, la saprolite, que c'était pas de l'or qui a tombé dedans. C'est en effet, elle vient de là. Ah. Fait que, et cette roche-là, saprolite, c'est très intéressant. C'est quoi? Saprolite, ça veut dire que c'est une roche
peu importe sa sorte de roche, que ce soit volcanique, sédimentaire, peu importe. C'est une roche, en effet, qui est hautement fracturée, qui a été transformée. Regarde, quand on parle d'or, puis quand l'or s'est accumulé, en effet, dans le fond de la vallée, on parle de temps des dinosaures. OK? La région ici, surtout à Beauce, mais c'était tropique, c'était très chaud. La terre était même un peu acidique dans le temps. L'acidité était plus haute. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est que la roche, elle venait très pourrite et fragmentée, tout ça. Et c'est le modèle qu'on croit, c'est que l'or a été transporté par une source qui était érodée en amont de la vallée, côté nord. Et quand ça a descendu à travers les tributaires, mais une partie de l'or, il y a eu deux façons de l'or à la rentrée. Qu'est-ce qu'on voit en étudiant les pépites? L'or, c'était détritique, ça veut dire simplement c'est un morceau d'or ou une roche qui avait de l'or après. Elle a voyagé en bas de la vallée, puis elle s'est rendue dans le fond, voilà. Mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé? L'or, à cause du climat et de l'acidité, c'est que l'or aussi, elle venait un peu en solution. Hein? C'est pas un phénomène nouveau, c'est très commun. Tu sais, je veux dire, souvent, de l'or dissimulé, je parle des générations, l'or est non visible, parce qu'elle est dissimulée dans la roche. Oui, c'est vrai. Mais c'est une autre façon. Mais voilà. Fait que l'or descendait, elle s'accumulait dans la roche qui était hautement fracturée, dans les craques de la roche. Mais quand l'or est en solution, s'il y a un grain d'or, puis si tu as de l'or qui est dissolu dans un liquide, elle va s'attacher. L'or s'attache après d'autres or. Ah ouais. Ça grossit. C'est ce qu'on appelle une accrétion. Hein? C'est pour ça, des fois, un peu quand on fait quand on fait des choses à plaquer or, tu sais. Ouais. Tu mets le métal, en effet, dans l'eau, où l'or est dissous, puis il y a un courant électrique, puis là, ça fait un plaquage d'or. Fait que c'est un peu comme ça, c'est un phénomène, mais du point de vue naturel. Alors que ce qui arrivait, c'est que les grains d'or, aux pépites d'or, ils grossissaient. C'est pour ça que certains grains d'or qu'on avait étudiés, mais qui étaient très délicats. À cause qu'il y a délicat, l'interprétation, c'est elle a voyagé, mais pas loin. Mais l'autre interprétation, c'est que non. Oui, elle a peut-être, un petit grain d'or a peut-être voyagé loin, mais quand elle a grossi en effet à l'intérieur de la saprolite. C'est pour ça qu'elle a pris une forme de la roche ou des craques des fois, parce que, tu sais, le cisaillement qu'on voit. Fait que tout laisse croire que, bon, dans saprolite, la roche saprolite, les forages, ils ont été comme, la plupart, ils arrêtaient quand c'était 1 pied, 2 pieds, tu sais, rarement plus qu'1 mètre. Mais le trou de forage, quand on a fait un forage en 2021, on a fait un forage, on voulait étudier la roche. On n'a pas des forages dans le dépôt Placer ou Scalar. On a fait vraiment des forages dans la roche. Et en étudiant cette roche-là, on voit que la couche de saprolite, elle est beaucoup plus épaisse que ce que tout le monde croyait. Hein? Fait que les forages où on sorti les grains d'or, ils ont juste fait peut-être maximum en moyenne moins qu'1 mètre. Mais la couche de saprolite, elle va 8 mètres, des fois jusqu'à 16 mètres. Wow! Oui. Alors, on veut vérifier ça si... Fait que là, on a été capable de récupérer cette roche très fracturée. Puis là, à ce moment, on va l'étudier. On va étudier, en effet, ces carottes-là qu'on avait faites pour voir s'il y a de l'or. Fait que si on trouve de l'or dans la saprolite, bien là, évidemment, il faut réinterpréter, en effet, l'épaisseur de ces gisements-là historiques. Et augmenter, en effet, la cible d'exploration. C'est excitant chez Beauce Gold, ça bouge. Non, je veux dire, ça n'a pas l'air, mais on a fait beaucoup de travail. Et pas juste ça, c'est qu'une autre chose inaperçue, c'est que la question a tout été d'où vient l'or en Beauce. Ouais. Fait qu'on avait formé un modèle géologique qui s'appelle un modèle Saddle Reef. Et quand on a fait le modèle Saddle Reef, il y a des choses qu'il fallait qu'on trouve. Il fallait qu'on trouve ce qu'on appelle des arcs des antiformes. C'est quoi? Expliquer un peu la géologie, parce que qu'est-ce qui se passe à Saint-Simon-des-Mines, c'est que tu as deux... Ça, c'est des nouvelles qu'on a faites il y a plusieurs années. C'est qu'on a trouvé une fer, et la fer, en effet, c'est 2 unités de roche, formation de roche qui est en contact, 2 unités géologiques. La formation Victor... C'est Saint-Victor, la formation Frontenac. Bon. Une, c'est la roche volcanique, l'autre, c'est la roche sédimentaire. Les deux viennent ensemble, c'est une fer, mais aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des places, ça fait des plissements. Fait que là, tu as des couches. Tu vois vraiment, quand on fait des tranchées, tu vois la stricafie un peu comme crème glacée napolitaine. Là. Fait que t'es vois, là. Ouais, tu sais, je veux dire, tu vois des couches, là, tu sais, sédimentaire, volcanique, sédimentaire, volcanique, avec des veines de quartz
interposés dedans. T'sais. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que ça a fait, pour avoir le modèle Star Reef, il faut des places où tu as vu qu'ils ont des plissements. Okay. Je veux dire, comme les mouvements géologiques, là, ça fait comme ça fait comme des ondulations, c'est comme ondulé, hein, mais avec des couches, un peu comme des couches d'oignons. Okay. Et on croit qu'en effet, à chaque dôme, à chaque courbe, en effet, c'est une façon où que l'or a pu se concentrer quand il y a eu des craquements ou quand il y a eu la fluidation dans les veines de quartz. Fait que on cherchait cette formation et on en a trouvé. C'est le fun, je veux dire, on vient avec une taille sur papier, qu'est-ce qu'on voit avec les forages, puis qu'est-ce qu'on a observé dans les tranchées. On devrait trouver ça, puis on s'en va dans le bois, puis parce que c'est difficile de trouver des affleurements à cause le montagne glacier que je veux dire, mais on en a trouvé des bels exemples, des belles formes, des belles axes antiformes, vraiment là, comme textbook, tout ça. Fait que on en a échantillonné un, puis on a acheté un, c'était sur un terrain de prospecteur, M. Grondin, qui est l'indice Grondin, que lui, il avait eu jusqu'à 14 grammes par tonne d'or dans un axe, un antiforme. Fait que on en a testé un. À date, on n'a plus 14 grammes, on a eu 1,5 gramme, des demi-grammes, mais au moins, c'est la première fois qu'on commence à avoir de l'or dans la roche qui commence à être au moins homogène. Fait qu'on va continuer cette traînée-là. Fait que ça, c'est notre cible pour voir si c'est la source. Ben, crème, les axes antiformes. Mais vous êtes à la bonne place, vous sortez des bonnes nouvelles. Sur ça, Patrick, hey, merci pour le catch-up. Merci pour surtout la perspective sur l'or. Fait que ça a l'air que... C'est mon opinion, mais je veux dire, on va voir si ça... À suivre. Mais à suivre. Moi, j'étais un peu bullish aussi. Patrick, merci beaucoup. Toujours un plaisir. David. Absolument. Puis on va être du fun cet été. J'en doute pas. On va même y aller. Oui. Yes, on va y aller. We're gonna go live. On amène toute le crew, puis on va être du fun. Parfait. On va vous montrer ça. Ben, merci tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, commentez. Et il y a la dernière vidéo qui est juste là, donc cliquez là. Et merci d'avoir regardé. À la prochaine!